Bonjour chers amis, je suis très content d'être avec vous cet après-midi pendant quelques minutes pour partager avec vous quelques aspects sur pronostic sur le CHC, quelques liens d'intérêt. Alors le pronostic c'est prévoir, c'est prédire l'avenir, donc c'est un peu complexe et je me suis senti un peu seul au début de la préparation de ce topo. Ce que je vais éviter de vous faire, c'est de passer en revue systématiquement les facteurs identifiés sous forme de catalogue, avec des contradictions et quelque chose de multiparamétrique finalement, où on va avoir alors un gros CHC, c'est pas bien, mais finalement l'alpha-fœto est basse, donc c'est bien, donc finalement on sait plus trop où on en est, on avance, on se met sur le côté, on fait des mouvements browniens. Finalement, la meilleure évaluation pronostique du patient, c'est d'intégrer un certain nombre de variables, dont certaines sont particulièrement modernes, et je vous propose une approche un petit peu différente, une approche qui couple quelque chose de métrique, qui pour les scientifiques que nous sommes est un peu rassurante, à un questionnement progressif qui ressemble un peu au raisonnement que l'on a en consultation intuitivement. C'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un finalement, quel est l'environnement de mon patient, d'où vient-il, on va revenir un peu très brièvement sur les territoires. Qui est mon patient, un homme, une femme, quel âge, ses comorbidités, quel type de CHC. Et ça devient impropre de parler du CHC, mais il faut parler des CHC. Ils sont tous différents, avec des signatures moléculaires, des signatures génétiques complexes qu'on commence à découvrir. Un micro-environnement tumoral qui est très important, qui va conditionner des différentes approches thérapeutiques, et puis quelle offre thérapeutique. Donc je vais vous parler de la vie et de la mort, finalement. Quels sont ces facteurs qui vont impacter la vie et la mort de nos patients à travers cette approche et des petites boules de cristal. Alors on a la chance de pouvoir vous présenter des données assez récentes avec une littérature qui correspond bien à notre pratique en France, de données françaises, de cliniciens, de chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, qui ont publié des données très récentes. Sur le plan du territoire, ça a été évoqué, je vais vraiment le survoler. D'où vient mon patient, où est-il? Il y a une très grande inégalité de fréquence, de mortalité, ça a été dit. Tout n'est pas réglé par les conditions socio-économiques, puisque si vous regardez à gauche, ici, c'est un taux de mortalité en fait. Des pays comme le Japon, Hong Kong sont leaders pour la chirurgie du CHC, pour la transplantation hépatique. Donc ils ne sont pas dans des conditions complexes et ils ont une mortalité très importante. La France est ici. Regardez le Royaume-Uni, il est beaucoup plus bas. Un exemple, on critique souvent le système de santé du Royaume-Uni. Ils ont eu le sorafenib 10 ans après la France. En 2017, ils ont eu l'accord du NICE. Et finalement, ils ont ils ont des données de mortalité qui sont plus favorables. Donc c'est un peu complexe. C'est une vraie multivariée de travailler sur pourquoi on va décéder, pourquoi on va survivre. La disparité étiologique a été abordée par Nathalie. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. En Europe, à droite, vous voyez que la mortalité du CHT qui est attribuable à l'alcool va du simple au double. Donc il y a des phénomènes effectivement à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et à l'échelle française qu'il faut intégrer forcément pour répondre aux questions que nous nous posons sur ces problèmes de territorialité qui impactent très clairement la survie. Alors ça peut aller très loin, on a parlé de pesticides, on parlera un peu plus loin d'épigénétique finalement. Est-ce que géographiquement dans nos territoires, il y a des conditions locales qui expliquent des modifications épigénétiques, l'ensoleillement, la pollution, des choses comme ça qui peuvent expliquer un certain nombre de phénomènes. En tout cas, quand on parle à un individu en consultation, on ne peut pas lui exposer votre pronostic, il est de 9,4 mois. Ça, c'est impossible, c'est le chiffre PMSI global qu'on a qui, effectivement, ne traduit pas la réalité de ce patient. Alors, qu'est-ce qui impacte sur le pronostic? Alors, le type d'établissement, le volume d'activité, c'est clair, je vous rappelle, c'est la une de l'Express, le scandale français du cancer. L'aspect volumétrique rentre en ligne de compte. On est dans une analyse multivariée sur la survie, le travail de Nathalie Goutet qui a été abordé. Ça a un impact clair sur la survie. Alors, qui est mon patient? Pour avancer dans cette présentation, l'âge de mon patient va impacter quand on le prend effectivement, non pas en catégorie, mais sur le plan linéaire. Au plus on est âgé, au plus on va être exposé à un risque, bien sûr, de mortalité. On va avoir un impact sur la survie. Le fait d'avoir une maladie décompensée, on va y revenir. Il y a des choses effectivement qui sont des notions bien ancrées et qui rentrent dans les algorithmes thérapeutiques pronostiques, bien sûr. L'étiologie, on va passer du temps là-dessus. Ce sont des données assez récentes finalement. L'étiologie alcool impact. Donc quand j'ai un patient qui a une maladie alcoolique du foie en consultation avec un CHC, c'est déjà différent. C'est déjà une forme plus avancée de la maladie, on le verra.
et un accès au traitement curatif qui va être beaucoup plus bas. Les comorbidités également. Alors, on a des données qui s'enrichissent, ça c'est les données françaises qui ont été analysées très récemment par Charlotte Cossentin dans ce très beau papier récemment publié. Le facteur de risque alcool, quand on compare l'étiologie alcool-non-alcool, ça sort effectivement, le statut général bien sûr. Alors dans son travail, l'âge coupé en deux à 70 ans ne sortait pas, on est en univarié, bon, différents paramètres, le genre ne sortait pas non plus. Donc c'est représenté de façon très simple, comme vous le savez, par ces courbes de Kaplan-Meier de survie. Il n'y a pas d'impact de ces facteurs. En revanche, de façon très élégante et moderne, l'alcool et son comportement par rapport à l'alcool a un impact clair sur la survie. Ici à gauche, vous voyez, on compare des consommateurs maladies alcooliques du foie avec une consommation active. Ils ne sont pas sevrés. Donc un impact très clair sur la survie par rapport à ceux qui sont abstinents comparé à ceux qui ont une cirrhose non alcoolique. Donc il se passe quelque chose. Une cohorte italienne, une grande cohorte italienne de CHC également met en évidence dans cette analyse ici précise un différentiel de survie. Alors, quand on regarde maintenant qu'on poule, finalement, quand on prend facteur par facteur, c'est un peu compliqué d'y voir clair. Mais ce qui est sorti dans ce papier de façon très claire, c'est la combinaison de différents facteurs rentre en ligne de compte. Si on poule l'âge et plus de 70 ans et le groupe alcool, de nouveau ça sort en multivarié, l'impact sur la survie, l'impact pronostique. Quand on est un homme et qu'on est avec une cirrhose alcoolique, il y a un différentiel, alors que quand on les prend tout seul, finalement, on ne voit pas le phénomène arriver. Alors je vous invite à lire cette revue très récente qui a été publiée par Nathalie Gahn, qui reprend toute la physiopathologie et de la carcinogénèse liée dans le cadre de la maladie alcoolique du foie. Et quand on compare ce facteur alcool, qui est la première cause de CHC en France par rapport aux étiologies non alcooliques, on a différents messages qu'on peut vous résumer très simplement. Une cirrhose alcoolique, on a moins fréquemment un patient avec un nodule unique. Le CHC est volontiers plus gros et avec des impacts sur l'accès au traitement curatif que je n'aborderai pas, qui sera traité juste après. On a moins de probabilité et de chances d'être traité de façon curative quand on a une maladie alcoolique du foie, une cirrhose alcoolique, et avec un impact sur la survie. Donc ça a un sens, effectivement. Qui est mon patient ? De quoi il est atteint ? Quel âge il a ? De quel sexe il est ? Après, on revient, quel CHC ? Encore une fois, au singulier, on réduit le spectre. Donc une forme avancée, c'est des critères de taille, bien sûr, le nombre et la taille, et ce marqueur alpha-fetoprotéine, alors qu'on ne fait plus effectivement pour le dépistage, mais pour le pronostic, ça garde un sens, bien sûr, de faire ce marqueur, je vous le montrais, et puis bien sûr le stade de décompensation de l'hépatopathie. Est-ce qu'on est décompensé, compensé ? Ça a un sens et ça sort en France, chez nos patients qu'on voit tous les jours en consultation. C'est bien traduit par ces courbes de survie très différentes à travers le marqueur, le taux d'alpha-fetoprotéine, la forme bien sûr non curative et les cirrhoses compensées versus décompensées. Alors, quand on réduit encore le spectre, on se met vraiment à l'échelle du foie, l'invasion vasculaire tumorale. Ça, c'est plus fréquent dans le cadre de la cirrhose alcoolique. C'est bien démontré par ce travail. Donc c'est une explication pourquoi le pronostic est sûrement moins bon, pourquoi l'accès au traitement curatif est plus faible. On a plus d'invasion macroscopique vasculaire. En revanche, alors dans le travail, dans l'analyse dans la cohorte de Chang, finalement, la répartition BCLC n'était pas différente. Mais vous voyez, on n'est pas loin. On est à 0,6. Donc il y a une tendance nette pour dire quand même que finalement on a quand même cette impression en France, et ça va être le cas en Italie, que la répartition du BCLC est différente en fonction de l'étiologie. Au sein d'un même BCLC, il n'y a pas de différence en termes de pronostic et de survie. Donc les patients, quelle que soit l'étiologie, dans le même BCLC, le pronostic sera le même. En revanche, la répartition, il y a une tendance en France, et en Italie, en tout cas, ça a été bien démontré, on a moins de formes précoces, on a plus de formes tardives quand on a une maladie alcoolique du foie, une cirrhose alcoolique, très clairement. Donc ça a sûrement aussi un sens pour notre activité. On revient dans la multivariée de ce travail. Donc la forme avancée de CHC, l'alpha-fetoprotéine a un sens sur la prédiction
de la survie et de la mortalité. Alors pourquoi ? Ça, c'est des données qui effectivement sont toujours intéressantes à rappeler. C'est la très bonne corrélation qui existe entre ce marqueur tumoral, la différenciation tumorale et l'invasion vasculaire microscopique ou macroscopique. Donc on a effectivement quelque chose d'intégré à travers ce marqueur où on a un reflet de ce qui se passe sur le plan pathologique et sur le plan différenciation cellulaire. Donc il faut le faire. Alors comment on peut apprécier de façon moderne ces différents aspects ? Mon sentiment, c'est que l'imagerie métabolique a vraiment un sens et a vraiment un intérêt dans l'évaluation individuelle pronostique moderne d'un patient qui a un CHC. Alors la différenciation et le pronostic vont en sens inverse et on a deux marqueurs, TEP-choline, TEP-FDG, qui l'un va être effectivement particulièrement intéressant pour les formes différenciées, donc plutôt de bons pronostics, et l'autre effectivement pour des formes indifférenciées de moins bons pronostics. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que différents travaux mettent bien en évidence la très bonne corrélation avec ces marqueurs et l'invasion microscopique vasculaire et la différenciation. Vous voyez ici ces taux de spécificité qui sont très intéressants, voire impressionnants. Et on a des travaux, alors là, c'est effectivement dans le modèle de la transplantation, etc., qui ont une antériorité, où on voit très très bien que l'intensité de SUV, de la fixation du TEP, détermine des strates de patients et de survie, aussi bien que l'alpha-fetoprotéine. Et quand on fait quelle est la variable qui a le plus de poids dans la prédiction, vous voyez que le TEP-FDG a une puissance assez intéressante, même très intéressante, pour prédire la suite et l'avenir. Alors, Julien Calderaro, toujours des travaux français, récents et français. L'invasion vasculaire macroscopique sort en multivarié sur la survie, il n'y a aucun doute. La microscopique également, et puis il y a différentes formes de CHC. On va avoir une nomenclature qui va s'enrichir. Le sous-type macrotrabéculaire massif a un sens et un impact aussi sur le pronostic et sur la survie. Et on passe à quelque chose maintenant de beaucoup plus microscopique et vers une personnalisation pronostique à travers ces nouveaux outils qu'on a à notre disposition. Moi, je suis convaincu qu'il faut biopsier les patients pour avoir ce type d'information. Alors, on parle beaucoup d'épigénétique, on en parlera peut-être dans la discussion, voilà, la méthylation de l'ADN, etc., les facteurs, la modification de la transcription de nos gènes, et puis les modifications génétiques des voies qui sont altérées, qui ont été décrites par nos équipes, TERT, TP53, bêta-caténine, qui donnent des profils et des pronostics différents de patients. Je vais vous montrer quelques exemples juste après. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a en consultation ? On a quelqu'un qui vient, c'est un homme, une femme, on a l'étiologie, on a le taux d'alpha-fetoprotéine, on peut avoir déjà une impression du pronostic, et puis on a l'histologie, où on a une caractérisation. Comment on fait le lien ? Est-ce qu'il y a ce genre de corrélation ? Bah oui, on a des corrélations avec ces altérations génétiques et avec ces voies biologiques qui sont altérées et qu'on est en train de potentiellement de restaurer, ou en tout cas de cibler à travers des traitements qui vont être de plus en plus personnalisés. Alors, deux exemples très brefs. On est muté pour ce gène, c'est la voie de la bêta-caténine. Peu importe, on va avoir une tumeur volumineuse, bien différenciée, mais sans infiltrant inflammatoire. Ça sera peut-être la bonne tumeur pour le chirurgien, finalement, d'avoir un nodule unique, assez volumineux, mais qui ne va pas forcément très bien répondre à l'immunothérapie, parce que c'est une tumeur plutôt froide, sans contexte inflammatoire. Un CHC qui va être muté TP53, c'est moins fréquent, on a une tumeur très peu différenciée, donc qui va être de moins bon pronostic, pour lequel il faudra envisager d'autres approches. Donc voilà un petit peu l'avenir et la façon actuelle de voir et de prendre en considération l'intégralité des facteurs pronostiques autour du CHC. Je vais juste effleurer parce que ce n'est pas mon champ. Bien sûr que l'offre thérapeutique impacte le pronostic et la survie. C'est bien démontré, c'est l'étude italienne ELITA, et heureusement, quel que soit le modèle, un modèle BCLC avec tout ce qu'on connaît comme variable, on rajoute l'alpha-feto, on rajoute les virus œsophagiennes, on rajoute le tabac, finalement on a toujours cette gradation. Les options chirurgicales sont meilleures que l'ablation, les solutions chirurgicales, l'ablation sont sûrement équivalentes et meilleures que des approches qui sont non curatives et des approches médicales. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors maintenant, comment on choisit et comment on peut, de façon aussi moderne, requalifier nos patients dans l'algorithme thérapeutique et choisir le bon traitement. Encore une fois, je pense que l'imagerie métabolique a un apport. Le travail de Jean Charlenot l'a montré, puisque quand on fait une double imagerie PET, FDG et choline, on va requalifier
un nombre vraiment très substantiel de patients à travers l'algorithme thérapeutique. 14%, c'est pas anodin hein, pour le staging du CHC. On va sortir des patients de liste dans 8% des cas parce qu'ils ont des atteintes extra-hépatiques. Enfin, c'est vraiment très important de nos jours de pouvoir imaginer qu'on peut requalifier le grade de notre patient avec son CHC à travers ces marqueurs. Je vais passer très vite, c'est vrai partout, c'est vrai en France aussi, hein, cette offre thérapeutique qui impacte la survie, c'est évident, ça a été abordé par Nathalie. Alors, bien sûr que quand on commence à avancer, on a effectivement qui est mon patient, d'où vient-il, qu'est-ce qui se passe dans son foie, comment est sa cirrhose. On se rapproche de quelque chose du BCLC qui est connu, qui est utilisé en Europe et qui s'applique à nos patients et à nos RCP le plus souvent. Et on a cette bonne corrélation entre les différents stades et puis bien sûr, en fonction des modalités thérapeutiques qui sont proposées, plus de 50 pronostics, un pronostic intermédiaire et des pronostics qui sont engagés à court terme. Vous connaissez cet algorithme et vous l'utilisez tous les jours. En revanche, j'attire votre attention, il n'est pas d'une fiabilité absolue et on peut imaginer qu'on peut tirer un peu vers la droite un petit peu les traitements. Quelques exemples. Une invasion, enfin une thrombose porte segmentaire. Un chirurgien va vous dire que ce n'est pas une contre-indication à la résection et certains patients peuvent être resséqués avec d'excellents résultats à travers une thrombose portale segmentaire. Pas bien sûr de la veine porte et du tronc. Des formes multinodulaires, mais qui sont des petits CHC avec une alpha-fetoprotéine très basse, peuvent être des candidats à la transplantation hépatique. Et puis aussi, on peut avoir un CHC sur un foie défaillant, sur une cirrhose décompensée, qui peut également potentiellement être une indication de greffe. Donc on peut rester vigilant sur le fait que cette classification peut être un petit peu tirée vers la droite et que ça ne répond pas à l'ensemble des questions qu'on a dans notre pratique quotidienne. Enfin, je suis convaincu de l'intérêt de la mesure du gradient invasive du portosystémique. On pourra en débattre pour évaluer l'hypertension portale qui va conditionner la chirurgie. Et à travers cette estimation qui est la plus fine possible, en fonction de l'approche chirurgicale qui va être, j'imagine, abordée, on pourra effectivement resséquer de plus en plus de patients. Enfin, pour finir, quels sont les facteurs qui modifient l'offre thérapeutique et la survie? Il y a un facteur qui est clé, qu'on fait tous les jours, c'est quand on prescrit notre écho semestriel et qu'elle est appliquée. Et ça a été démontré de façon très récente aussi à travers la cohorte CIRVIR. On change, c'est plus la maladie alcoolique du foie, dans ce travail récent où on voit que quand on prescrit et qu'on est dépisté, on joue un rôle sur le pronostic de nos patients, on a un impact sur la survie. Et ça avait été envisagé par un travail de modélisation il y a quelques années, coordonné par Philippe Mathurin. Enfin, on touche presque le Graal, là, c'est-à-dire que quand on intègre un peu tout ça, finalement, comment on améliore le pronostic de notre patient, c'est vrai que le dépistage est essentiel et que finalement, quand on a ce genre de résultats, on dépiste notre patient, on a des formes plus précoces, on a plus de traitements curatifs, on a une amélioration de la survie. Tout ça pour vous dire, je pense qu'il faut abandonner, alors j'espère avoir contribué modestement à ça, notre approche un petit peu progressive, binaire, ce paramètre il est bien, pas bien, etc., pour quelque chose de plus personnalisé et avec des nouveaux termes finalement, le macro-environnement, le territoire, le profil patient, l'épigénétique, le phénotype tumoral, un traitement personnalisé. Et finalement, la bonne façon de raisonner, c'est sûrement quelque chose qui ressemble à un modèle d'algorithme mathématique où on a beaucoup de variables en même temps à prendre en considération, que chaque patient, le poids de chaque variable est différent et que dans notre tête, on doit en tirer le meilleur pour offrir la meilleure prise en charge à nos patients. Et à travers l'évaluation moderne, je suis assez convaincu que l'imagerie métabolique, que l'évaluation d'hypertension portale et que la biopsie sont des acteurs clés pour donner le meilleur traitement à nos patients. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Sébastien pour cet exposé très exhaustif et cette approche moderne. On a 3 questions transmises. Est-ce qu'il y a des questions sinon dans la salle? Donc la première question est la suivante. La survie globale n'est-elle pas améliorée par le diagnostic précoce plus qu'au thérapeutique et à l'accès au centre référent? C'est une bonne question. Alors ça appelle un concept qui est compliqué à expliquer en quelques minutes, le biais d'avance au diagnostic, qui est connu en cancérologie. Effectivement, il faut qu'il
il faut se méfier, le dépistage a un sens que si on décale la mortalité très clairement, et sinon on a un biais d'avance au diagnostic, et c'est ce qui a été effectivement le cas avec une controverse sur le bénéfice qu'on avait à travers de dépister des patients ou non, avec des études, vous vous souvenez, qui étaient négatives paradoxalement, et quand on prend en considération ce biais d'avance au diagnostic, maintenant on peut avoir des choses beaucoup plus claires à travers, alors l'accord Tirvir par exemple l'a bien démontré, qu'on a un véritable bénéfice dans le dépistage des formes plus précoces, plus curatives, donc avec une amélioration de la survie liée à ça, très clairement. Donc, importance du dépistage, oui, comme tu l'avais souligné. La question de la biopsie systématique que tu as évoquée également. Pourrait-on maintenant imaginer une biopsie systématique ? Quid de la personnalisation des traitements à venir ? Moi, j'y crois absolument. Moi, je suis assez convaincu s'il faut donner un avis que la biopsie va devenir probablement incontournable, comme ça l'est dans pas mal de cancers digestifs, puisque cette caractérisation, par analogie avec d'autres cancers, toute la prise en charge et l'approche thérapeutique et le séquençage du traitement dépend de caractéristiques tumorales. Et la négativité de beaucoup de phase 3 dans le CHC est expliquée par l'absence de biopsie, par l'absence de caractérisation. Il n'y a pas un CHC, il y a des CHC, et ils sont très différents en fonction de l'étiologie, en fonction de l'endroit où on est, etc. Donc je suis convaincu qu'il faut biopsier pour mieux prendre en charge nos patients vers un traitement personnalisé. Dans la suite de la question sur la biopsie, y a-t-il ou y aura-t-il des ponctions liquides ? Liquide, c'est en cours, oui, c'est en cours. C'est en cours, c'est un champ exploratoire, puisqu'il y a encore, il y a beaucoup de... Est-ce qu'on recherche l'ADN circulant, les cellules tumorales circulantes ? Il y a beaucoup d'approches qui sont testées, donc bien sûr qu'il faut suivre ça de très près. Pour l'instant, la biopsie donne des résultats publiés et des approches et même des ajustements thérapeutiques potentiels. La biopsie liquide n'est qu'au début pour l'instant. Mais à suivre, bien sûr. Une question qui concerne le TEP scanner sur l'importance duquel tu as souligné, qui demande de repréciser l'intérêt pronostic du TEP compte tenu de la spécificité hépatique et des faux négatifs qui peuvent être liés au métabolisme du glucose dans le foie normal. Oui, c'est vrai que bien sûr que ça ne répond pas à toutes les questions. Ce qui est clair, c'est que, moi, ces résultats qui m'ont assez impressionné de requalification du traitement, je trouve que ce sont des taux de... on a différentes situations de patients avec un CHC, donc ce n'est pas un outil diagnostique, on est bien d'accord. On sait qu'on a un CHC avec les critères habituels d'imagerie en coupe, etc. Donc on est avec quelqu'un qui a un CHC. Il ne faut pas utiliser cette technique pour ce qu'elle n'est pas. En revanche, dans l'évaluation, et on sait que c'est de plus en plus important, loco-régional général, à travers des traitements curatifs ambitieux comme la greffe de foie, je trouve que requalifier et de mettre en évidence des lésions extra-hépatiques dans 8% des cas, c'est très important, c'est à prendre en considération. Quand on a donc quand on doit présenter en RCP notre patient, avec le BCLC qu'on applique tous, quand on est requalifié dans le BCLC, dans plus de 10% des cas, je trouve que c'est très significatif parce que les choix thérapeutiques, si on applique le BCLC à la lettre, et j'ai essayé d'attirer votre attention sur le fait qu'on peut un peu glisser, en tout cas c'est mon sentiment, on va sous-traiter des patients. On va sous-traiter des patients si on n'est pas vigilant. Et à contrario, on va greffer des malades qui sont disséminés en extra-hépatique. Donc je trouve que ces taux de rattrapage et de correction du stade de la maladie sont très impressionnants. Et je pense que dans quelques années, on ne pourra plus s'en passer. Et puis, une dernière question qui concerne l'organisation de Tumorotech dans le contexte des biopsies systématiques et des essais de médecine personnalisée derrière. Alors, peut-être que ça nous ramène à l'accord CHIEF qui a déjà été mentionné et qu'il sera de nouveau. Est-ce que Jean-Claude veut faire un commentaire là-dessus ? Jean-Claude Barbare ? C'est effectivement l'intégration de tout ça, l'épidémiologie, les biobanques, c'est effectivement ce qui est tout à fait prévu.
Merci beaucoup. Ça a été dit, vous avez tout dit. Je pense qu'en fait, l'acquisition de données, notamment sur l'épidémiologie, mais également sur l'aspect donc de l'histologie, des facteurs prédictifs, faut que tout le monde travaille en même temps. Et donc l'idée, c'est de mettre tous les centres et de biopsier le plus de malades. C'est notamment le début du protocole commencera justement par les malades traités par des médicaments qui sont tous des malades biopsiés. Donc en fait, je pense que c'est une des façons d'avancer collectivement sur ce sujet. Merci beaucoup Sébastien.